Bienvenue. Je filme. Je vais lire un extrait de votre CV, pas complet parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Donc, Isabelle Vauquelin a obtenu, elle est actuellement les astronomes adjoints en classe dans le corps des astronomes et physiciens à l'Observatoire de Lyon. Elle a réalisé toute sa carrière. Elle a commencé par un BTS d'instruments d'optique et de précision, puis une licence de physique préparée à Besançon, une maîtrise préparée à Paris 11, un DEA en astrophysique et technique spatiale préparé à Paris 7, comme un voyage à l'université Paris Intramuros, et finalement un doctorat soutenu à Lyon, à l'Observatoire. Je vous donne seulement le titre de ce dernier ouvrage, pour vous donner une idée de la spécialisation. Comparaison de 3 caméras infrarouges utilisées pour l'imagerie de noyaux de galaxies dans le domaine de 1 à 5 microns. Elle est l'auteure d'une centaine de publications, je ne détaillerai pas. Et donc, à l'heure actuelle, comme je l'ai déjà dit, elle est astronome à l'Observatoire de Lyon. Elle est présidente du réseau Rhône-Alpes d'astronomie, qu'on appelle encore R2A2, pour réseau Rhône-Alpes, etc. Elle est membre de l'association Femmes et Sciences, ce qui conduit d'ailleurs à la substance de son discours aujourd'hui. Elle est représentante de la France au comité scientifique de recherche antarctique, et pour ceux qui s'en souviennent, qui ont été présents pour sa conférence, ça représente bien son expérience dans le domaine de ce, on peut dire, continent de l'hémisphère sud. Et enfin, je terminerai en disant qu'elle a été décorée de la Légion d'honneur en 2016 sur proposition du président de l'Université Claude Bernard à Lyon. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, quand on parle de l'absence des femmes dans les sciences, c'est l'idée d'être quand même assez biaisé par des stéréotypes. Et là, on peut prendre de multiples exemples. En particulier, j'ai pris celui de l'étude qui avait été faite par Huawei pour la Fondation L'Oréal en 2015, c'est pas si ancien que ça, sur plus de 6000 personnes. Et cette étude a mis en évidence des stéréotypes absolument étonnants. Parce que, à la question « Comment décririez-vous un scientifique ?», eh bien, en 2015, 67% des Européens interrogés, c'est sur, j'ai oublié de dire, l'étude a été faite sur tous les pays européens, 67% répondent en premier, c'est un homme. Après, il vient, c'est un homme un peu vieux, un peu bizarre, solitaire, etc. Mais la première réponse, pour 2 personnes sur 3, c'est un homme. Alors quand même, ça pose un peu question, je trouve, d'autant plus que dans cette même étude, à la question de savoir s'il n'y a pas de femmes en sciences, à votre avis, pourquoi ? Eh bien, près de 90% des gens répondent que c'est parce que les femmes sont douées pour tout, sauf pour les sciences. Alors, c'est quand même un peu réel, et on va essayer de voir pourquoi on en est à un point pareil. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a ces stéréotypes et ces préjugés sont extrêmement tenaces, parce que les femmes en sciences, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Le problème, c'est que la société n'a pas gardé souvenir de leur présence. Là, vous avez un petit document qui vous montre quelques scientifiques sur les 100 dernières années. À part Marie Curie, les gens, nos concitoyens, ne les connaissent pas pour leur immense majorité. Marie Curie est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'elle est tellement extraordinaire que, effectivement, à peu près tout le monde la connaît.
Mais quand on pose la question, et je le fais souvent auprès des scolaires quand je les rencontre, il y a eu 4 femmes scientifiques qui ont eu le prix Nobel en France. 4 femmes. Et bien c'est pas beaucoup. Mais malgré tout, les gens en général sont incapables de nous donner les 4 noms. Pourtant c'est très facile. La première, évidemment, Marie Curie. Mais la deuxième, c'est déjà plus difficile. Eh bien c'est Marie Curie aussi. C'est Marie Curie, c'est pas difficile. Les 2 premiers prix Nobel de sciences pour des femmes en France, c'est Marie Curie. C'est la seule femme qui a eu le prix Nobel 2 fois. Ils ne sont que 4 à avoir eu le prix Nobel 2 fois. Et c'est la seule qui l'a eu dans 2 domaines différents. Un en physique, l'autre en chimie. Donc Marie Curie, la troisième, et sa fille. Donc c'est pas difficile. On a la famille Curie et on a les 3 quarts des prix Nobel de femmes. La quatrième, ça devient plus difficile. Et pourtant, c'est la seule qui soit encore vivante. C'est Madame Barré-Sinoussi, qui a eu le prix Nobel en 2008 pour ses travaux sur le virus du sida. Donc ces 3 femmes-là, ces 4 prix Nobel, pourtant c'est pas grand-chose et la quasi-totalité des gens ne les connaissent pas. Si on essaie de voir qu'est-ce qui a pu faire un petit peu progresser les choses, j'ai retenu l'image de Julie Daubié parce que cette noble assemblée est pour quelque chose dans sa réussite, très probablement parce qu'elle a eu le premier prix du concours de cette académie le 21 juin 1859 pour son essai sur la femme pauvre au XIXe siècle. Et forte de ce succès, elle s'est inscrite, après bien de difficultés, mais elle a réussi à s'inscrire quand même, et elle a obtenu le baccalauréat le 17 août 1861. C'était à Lyon, et c'était la première femme à avoir le baccalauréat. Elle s'est pas arrêtée en si bon chemin, elle a continué ses études et le 28 octobre 1871, elle a obtenu une licence SR à une époque où les cours à la Sorbonne étaient interdits aux femmes, donc elles ne pouvaient pas accéder aux cours, mais elles avaient le droit de s'inscrire aux examens. Donc du coup, elle s'est inscrite aux examens. On verra plusieurs inepties comme ça, où les femmes sont interdites de certaines choses, mais pas d'autres. Et du coup, grâce à ça, on arrive à progresser. Donc voilà, Julie Daubié, une femme qui a vraiment fait avancer les idées dans la société. Elle a été très militante, bien évidemment, pour essayer d'améliorer l'éducation des filles à cette époque-là. Mais elle a continué après sa licence pour avoir un doctorat, mais hélas, elle est morte jeune et elle n'a pas obtenu son doctorat. Alors là, je vais prendre une option volontairement extrêmement restrictive parce que je ne vais parler que des femmes en astronomie. C'est le domaine que je connais mieux, bien sûr, et parce que si j'essaye de voir un peu plus tous les domaines, ça va être un catalogue très long et peu intéressant. Donc, ces femmes en astronomie, en fait, elles partagent exactement les mêmes problèmes qu'avec leurs contemporaines, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas accès à l'éducation, et quand elles ont accès à l'éducation, ce sont vraiment des privilégiés. Elles ont un contexte familial qui leur permet de le faire. Ensuite, il a fallu garder la trace de leurs travaux, ce qui n'est pas évident non plus. Et il y a évidemment un biais très fort dans ce que je vais vous présenter sur les contributions majeures. Alors qu'il y a une multitude de femmes qui ont travaillé de façon quasi anonyme pour lesquelles on a regardé le souvenir de leurs travaux parce qu'il n'y a pas eu de traces conservées. Et bien
qu'on soit biaisé sur ces rares femmes qui ont apporté une contribution majeure, eh bien, je ne sais pas, vous allez voir si vous les connaissiez ou pas, alors qu'elles ont vraiment eu une importance remarquable. On va commencer très très loin. La première, c'est Enheduanna, qui était la fille du roi Sargon en Mésopotamie, et dont on a gardé des écrits, donc des tablettes cunéiformes. Et comme elle était prêtresse d'Inanna et Ningal, eh bien, elle avait de toute évidence des connaissances en astronomie assez poussées, et en particulier dans ses écrits sur les mouvements de la Lune et du Soleil, elle connaissait beaucoup les choses. C'est la première, encore une fois, dont on a gardé des écrits. Ensuite, on va faire un très grand bond, on va passer au IIe siècle avant Jésus-Christ. On prend presque 2000 ans, et j'ai voulu nommer Cléonique de Thessalie parce que c'est la première femme qui est répertoriée comme étant astronome, parce qu'elle maîtrise complètement le mécanisme des éclipses de lune. Ce qui lui vaudra, comme elle est capable de prédire les prochaines éclipses, eh bien, elle va passer auprès de ses contemporains comme une sorcière, ce qui sera hélas le lot de beaucoup de femmes, astronomes ou pas d'ailleurs, qui ont eu des procès de sorcières juste parce qu'elles avaient des connaissances et des compétences un peu poussées. Ensuite, on va avancer dans le temps, et bien évidemment, je ne pouvais pas oublier de mentionner Hypatie d'Alexandrie, qui était la fille de Théon d'Alexandrie, un mathématicien qui a éduqué sa fille sans faire du tout de différence avec les garçons. Et elle s'est révélée être extrêmement brillante. Et elle tenait des cours, elle faisait des cours en école de son père, qu'elle a continué après le départ de celui-ci. Elle avait des connaissances en mathématiques qui lui permettaient de maîtriser complètement la technologie et les problèmes de projection que représentent les astrolabes. Et puis, sa particularité aussi, c'était d'être convaincue du système héliocentrique, alors qu'à cette époque-là, Ptolémée était passé déjà, puisque c'est 120 après Jésus-Christ, et Ptolémée avait mis en place de façon très forte le système géocentrique. Pour Hypatie d'Alexandrie, ce n'était pas du tout le système valable, il fallait prendre un système héliocentrique pour représenter le monde. Elle était extrêmement appréciée, mais elle a eu le malheur de vivre au moment où il y avait des conflits assez importants avec la communauté, les différentes communautés chrétiennes qui se développaient à ce moment-là au Moyen-Orient et qui ont eu maille à partir avec les autorités. Et elle a servi de bouc émissaire et elle a été lynchée par la foule en 415. Elle est morte dans des conditions abominables. Ils ont déchiqueté son corps. Enfin, c'était vraiment horrible. On va passer plus loin à la Renaissance. Il y a eu d'autres femmes entre... encore une fois, je suis très loin d'être exhaustive. Mais pour parler de quelques femmes que l'on a appelées les aides domestiques. Tout un programme rien qu'avec l'appellation. Ces aides domestiques sont des filles qui, bien évidemment, n'ont toujours pas à cette époque accès à l'éducation, mais parfois leur père ou leur frère est suffisamment éclairé pour leur faire profiter d'une éducation. Alors, elles seront, encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sont des exceptions, mais bien évidemment, elles n'ont pas de poste et ne sont pas payées. Il n'est pas question quand même d'aller trop loin. Une figure emblématique de ces aides domestiques, c'est Sophie Brahe, dont le frère Tycho est extrêmement connu. Tycho Brahe, beaucoup de monde la connaissent, mais Sophie, beaucoup moins. Et pourtant, maintenant, il est évident pour à peu près tout le monde que l'immense travail de Tycho Brahe
en fait, c'est le travail de deux personnes, Tycho et Sophie. Sophie, comme bien sûr tout le monde à cette époque, elle a été mariée très jeune. Mais son mari est mort rapidement, et si bien qu'elle a été indépendante, puisqu'elle était veuve, et relativement riche. Donc elle a voulu apprendre des choses, et en particulier l'astronomie, parce que son frère était déjà assez connu dans ce domaine-là. Son frère lui a dit non, pas question, c'est pas ton domaine, etc. Qu'à cela ne tienne, elle a appris toute seule. Et son frère s'est rendu compte qu'elle avait vraiment des compétences. Donc il s'est dit au bout d'un moment, après tout, pourquoi pas exploiter ses compétences. Donc c'est ce qu'il a fait. Et Sophie a fait des observations vraiment d'une très très grande précision. Et ces observations ont permis, parmi les observations faites aussi par Tycho, mais ce sont ces observations qui ont permis à Kepler d'aboutir à ces trois lois très connues, les trois lois de Kepler, et les tables astronomiques qu'on appelle les tables Rudolphines. Elle a fait aussi des observations après la mort de son frère et découvert des comètes toutes seules, qui étaient à l'époque une activité très importante de rechercher ces comètes, ces astres fugaces qui passaient dans le ciel régulièrement. Une autre domestique, c'est Caroline Herschel. Alors là encore, en astronomie, William Herschel est extrêmement connu, et il fait partie de cette famille de musiciens allemands, pas allemands à l'époque, c'était en Silésie, et Caroline a eu le malheur d'attraper le typhus étant jeune, donc ce qui a compromis sa croissance, et elle est restée effectivement toute petite, très, très petite toute sa vie. Mais sa mère a déclaré qu'elle n'était plus bonne mariée. Donc, dans ces cas-là, elle allait permettre de faire l'économie d'une bonne. Donc, elle est devenue vraiment la cendrillon de sa mère, qui était très très dure avec elle, à tel point qu'un des frères de William, qui était resté avec sa mère et sa sœur, a écrit à son frère, qui s'était exilé en Angleterre, probablement pour s'éloigner un petit peu de cette mère extrêmement dure, lui a écrit en disant qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour Caroline, parce que sinon elle était en train de dépérir. Alors William est revenu effectivement voir sa mère, et il a emmené Caroline avec elle, parce qu'elle était vraiment dans un état déplorable. Caroline a voué de ce fait une reconnaissance éternelle à son frère, et vraiment, pour elle n'est rien, elle n'est que ce que son frère a bien voulu façonner d'elle. Et pourtant, elle a fait des observations, là encore, des travaux remarquables, avec son frère bien sûr, mais également toute seule. Elle a poli une quantité incroyable de miroirs. Elle a fait la première tentative de représentation de la Voie lactée, essayer de donner une structure à cette trace laiteuse que l'on voit dans le ciel et qui est notre galaxie. Et elle est la première femme à avoir la médaille d'or de la Royal Astronomical Society qu'elle reçoit en 1820. Et puis elle a eu d'autres médailles d'or, elle a eu des tas de récompenses parce que son travail a été vraiment extrêmement important, alors qu'elle était partie dans la vie dans des conditions difficiles. Un autre exemple d'aide domestique, c'est Mary Somerville. Mary Somerville, un peu comme toutes ces femmes, en fait, elle cousait, elle faisait des travaux d'aiguille dans la même pièce que son frère, qui était éduqué par un précepteur. Et un jour, elle a corrigé une réponse de son frère en cousant sur son ouvrage, alors que son frère était à table avec le précepteur, et elle a corrigé la réponse de son frère, qui était fausse. Et le précepteur a été étonné parce qu'il ne s'était jamais adressé à elle. Et en fait, il s'est rendu compte qu'elle avait tout enregistré
Alors il a dit aux parents, qui ont dit, mon Dieu, mais alors surtout pas, parce qu'on ne pourra plus la marier. Donc, elle a été interdite de bibliothèque. Elle faisait ses travaux de couture dans une autre pièce. Elle a compensé cela en volant, en empruntant les ouvrages dans la bibliothèque de son père, et en lisant la nuit. Mais en lisant la nuit, ça veut dire qu'il avait besoin de chandelles. Donc ses parents se sont rendus compte qu'elle consommait une quantité de chandelles qui était complètement anormale. Et là, ils l'ont privée de chandelles. Elle a essayé de continuer malgré tout. Alors le seul remède à cela, c'est de la marier. Donc elle a été mariée à un homme qui n'avait vraiment aucune sensibilité quelconque sur l'intelligence de sa femme, mais qui a eu bon goût de mourir 3 ans après. Donc du coup, elle s'est retrouvée veuve et là encore indépendante, et donc elle a pu étudier. Et elle a étudié en particulier la mécanique céleste, et elle l'a traduite en anglais. Elle l'a complétée, alors elle l'a comprise déjà, elle l'a complétée parce qu'elle estimait que les démonstrations de la place n'étaient pas suffisamment détaillées, et donc elle a fait une traduction en anglais beaucoup plus facile à lire que l'ouvrage de la place lui-même. Et elle est venue en France, elle a rencontré la place, qui lui a dit, pour la féliciter, seules 3 femmes ont compris, c'est vous, Miss Somerville, Caroline Herschel, dont j'ai parlé tout à l'heure, et une certaine Miss Gregg, dont je ne connais rien. Et bien, en fait, Miss Gregg, c'était Marie Somerville, parce que son premier mari s'appelait Mr. Gregg. Donc, en fait, Miss Somerville et Miss Gregg, c'était une seule et même personne. Et donc, elle devient membre, avec Caroline Herschel, de la Royal Astronomical Society. Et là encore, comme beaucoup de ces femmes qui ont galéré pour essayer d'obtenir l'autorisation de s'instruire, l'autorisation de travailler dans un domaine qui les passionnait, elle est très sensible à la place des femmes et elle signe des pétitions pour donner le suffrage des femmes. C'est assez mal vu à l'époque. On peut parler aussi de Sophie Germain, là plutôt en mathématiques, qui, là aussi, va à l'encontre de la volonté de ses parents. Elle veut devenir mathématicienne, c'est vraiment son unique objectif. Elle travaille toute seule, complètement toute seule, et comme elle ne peut pas s'inscrire à l'école polytechnique, elle essaie de se procurer des cours, et pour soumettre ses articles et ses idées aux professeurs de polytechnique, eh bien, elle décide du nom d'Antoine Auguste Leblanc. C'est le seul moyen pour elle d'entrer en contact avec Lagrange et Gauss, et qui ne découvriront la vraie personnalité de Sophie que quand ils finiront par lui donner rendez-vous pour discuter avec Antoine Leblanc. On va continuer dans le siècle et on quitte les aides domestiques pour entrer dans la période des calculatrices. On appelait calculatrices ces femmes qui avaient des compétences effectivement en calcul très très développées. C'est le cas par exemple d'Émilie du Châtelet qui a vraiment travaillé toute seule et qui est celle qui a compris la théorie de la gravitation de Newton. Elle l'a comprise toute seule et elle a fait la première publication de l'ouvrage de Newton en français. Mais hélas, elle est beaucoup plus connue pour avoir été l'amie de Voltaire et avec une réputation un peu sulfureuse qui est vraiment extrêmement dommage parce que c'était une femme d'une très très grande compétence. Reine Lepaute est une mathématicienne astronome qui s'illustre aussi dans le calcul. Son mari est horloger, donc elle fait les premiers calculs des tableaux d'utilisation des pendules pour arriver à donner de la précision à ces instruments de mesure qui sont vraiment fondamentaux
pour le développement de l'astronomie à cette époque. Et elle devient collaboratrice de Lalande avec Clairaut et elle participe au calcul. Elle a vraiment une participation très importante aux calculs qui ont mené à la date de retour de la comète de Halley. Mais quelques années plus tard, Clairaut publie cette théorie des comètes sans mentionner le nom de Reine-Lepôtre, alors que sa contribution avait été vraiment très importante, si bien que Lalande va se fâcher avec Clairaut, mais par contre, Reine-Lepôtre reste assistante de Lalande, qui vraiment, lui, reconnaît dans tous ses écrits, il reconnaît très clairement la participation décisive de Reine-Lepôtre au calcul des éphémérides et des éléments de trajectoire des comètes. Elle va participer au calcul du transit de Vénus en 1761 et puis les comètes qui vont suivre aussi. Ensuite, quand on progresse encore, on a tout un groupe qu'on appelle non plus les calculatrices, mais carrément les rapport computers, parce que il s'agit d'un groupe de femmes très important, il y en a eu plus de 80, qui ont travaillé pour un astronome à l'époque, M. Pickering, qui lui avait un poste, bien sûr, et elles ont été tellement nombreuses, et c'est tellement un travail de petites mains qui ne se traduisait par aucune publication à leur nom, ni rien du tout, qu'on leur a donné la dénomination un peu péjorative de marraine de Pickering, alors que ces femmes avaient des compétences en astronomie qui étaient absolument remarquables, mais Pickering va les exploiter, donc je pense qu'on peut dire ce mot-là, parce qu'elles étaient moins payées qu'un ouvrier à l'époque. Et il a écrit que les femmes sont capables de réaliser autant de bon travail routinier que les hommes. Il mettait même qu'elles allaient plus vite. Et vous les payez 3 à 4 fois moins cher. Voilà, les conditions sont données, les conditions de travail de ces femmes-là. Et elles ont traité une quantité considérable de spectres d'étoiles et elles ont une contribution vraiment majeure à tout ce qui est la spectroscopie stellaire, donc qui a donné l'astrophysique à la fin du XIXe siècle. C'est vraiment une contribution gigantesque et pendant très longtemps ça a été les rapport computers ou bien la reine de Pickering. La première, c'est Wilhelmina Fleming, où paraît-il, Pickering l'a fait venir parce que un jour il s'est fâché contre un de ses collaborateurs qui avait calculé n'importe quoi, en fait il avait travaillé pas du tout comme il le souhaitait, et il est parti en claquant la porte en disant ma servante ferait mieux que vous. Et il a joint le geste à la parole, le lendemain il a fait venir sa servante, dont il avait quand même remarqué qu'elle avait des compétences intellectuelles qui étaient très importantes. Elle était en fait préceptrice aussi de ses enfants. Et donc il l'a formée et très très rapidement, elle s'est montrée capable de travailler toute seule. Et elle a traité donc plus de 10 000 étoiles. Elle a mis en évidence, c'est la première qui a mis en évidence la proéminence des raies d'hydrogène dans tous ces spectres d'étoiles. Je ne passerai pas les 80 évidemment, mais juste quelques autres. Antonia Mori, qui elle avait un diplôme d'astronomie de l'université du Vassar College, une université réservée aux femmes bien sûr, et qui a mis en place un classement des spectres qui est toujours celui qu'on utilise à l'heure actuelle, qui a été adopté par l'Union astronomique internationale, il y a eu. Et elle, c'est vraiment la rebelle. Elle est partie plusieurs fois parce qu'elle était fâchée. Elle s'est fâchée avec Pickering. Elle voulait apparaître dans les articles, elle voulait être payée. Et c'était pas possible. Donc elle partait, et puis elle revenait parce que c'est vraiment ce qui l'intéressait. Et elle est repartie comme ça 2 ou 3 fois. La performance faite femme, c'est Annie Cannon. En général, quand on connaît une des Harvard Computers, c'est elle. Annie Cannon est
elle traitait une quantité de spectres à une vitesse effroyable. Et vous voyez ici, en fait, ces spectres, c'est la plaque de verre qui sortait donc du télescope. Quand on les regarde, c'est ici, hein, vous voyez ces petits rectangles noirs, c'est chaque fois le spectre d'une étoile. Et donc, ce qu'elle devait faire, c'était regarder où se situent ces traits verticaux qu'on voit blancs ici parce que c'est un négatif. Et en fonction de l'allure de ce spectre, on voit que celui-ci est très différent de celui-là, qui est très différent de celui-ci, qui est encore différent de celui-là, etc. Eh bien, ces femmes ont réussi à trouver des catégories d'étoiles dont le spectre était similaire. Vous avez ici ces 7 catégories qu'on appelle OPA-GKL et donc qui ont été mises en place par Annie Cannon, surtout Wilhelmina Fleming au départ et Antonia Mori. Et donc Annie Cannon ici, avec sa petite loupe, regarde ces spectres-là et était capable d'en traiter, paraît-il, 3 par minute. Vous voyez un peu à quoi ça ressemblait. Elle a dû vraiment se crever les yeux à faire ça. Toute sa vie, bien évidemment, en travail payé moins qu'un ouvrier. Et l'université n'a pas hésité à lui donner un poste à l'âge de 75 ans. Je pense que le ridicule ne tue pas, sinon la commission qui lui aurait donné un poste serait morte de honte d'avoir attendu si longtemps pour lui donner un poste. Mais bon, pardon. Cécile Appel, sa contribution est absolument remarquable parce qu'elle est la première à avoir émis l'hypothèse que les étoiles étaient constituées essentiellement d'hydrogène. Cette idée était totalement réfutée par ses collègues de l'époque et Russell, son collaborateur, l'a complètement dissuadé de publier ce résultat pour ne pas se couvrir de ridicule. Et plus tard, l'idée de Cecilia Payne avait fait son chemin et il est arrivé à la conclusion que oui, effectivement, les étoiles sont constituées majoritairement d'hydrogène. Et c'est lui qui a publié la chose sans la mettre co-auteur et qui a été récompensé à plusieurs reprises à ce sujet. C'est à noter quand même qu'elle arrive plus tard, hein, vous voyez que c'est la deuxième moitié du XXe siècle, et elle a un poste quand même d'astronome, et elle est même chef du département, première femme chef du département d'Harvard. Une autre extrêmement importante dans les Harvard Computers, c'est Henrietta Leavitt, qui elle était d'une discrétion absolue et dont les travaux ont été absolument capitaux pour donner une profondeur à l'univers. Elle a étudié les étoiles variables qu'on appelle les céphéides, dont la période de variation est liée à leur luminosité intrinsèque. Donc en étudiant ces étoiles-là, eh bien, on est capable d'avoir un moyen de mesurer la distance à laquelle elles se trouvent. C'est ce qu'on appelle la relation période-luminosité des céphéides. Vous voyez la publication originale ici. Et vraiment, à partir de cette relation, on a une profondeur, on est capable de donner une profondeur à l'univers. C'est encore maintenant l'indicateur des distances fondamentales qu'on utilise pour donner les distances des galaxies. Et le satellite Gaia qui a été envoyé il y a une quinzaine d'années, qui a donné vraiment une foule de mesures de distance, a observé des céphéides aussi loin que possible pour arriver à donner plus de précision à nos mesures de distance dans l'univers. Donc c'est vraiment un apport mais fondamental à l'astronomie. Elle était tellement discrète que quand elle a été proposée pour le prix Nobel en 1926, les gens ne savaient même pas qu'elle était morte depuis 4 ans. Donc c'est vraiment extrêmement dommage parce que là encore une contribution fondamentale. On arrive
aux premières professionnelles. La première femme en France qui a été astronome, c'est Aimée Chandon. Elle a eu son poste en 1911 à l'Observatoire de Paris. Et la deuxième femme à avoir eu un poste d'astronome en France, c'est Calixte Nava, qui c'était à l'Observatoire de Lyon. Vous la voyez ici photographiée à côté de la lunette méridienne qui servait à faire des observations. Cette lunette méridienne est exposée maintenant au musée des Confluences, que vous pouvez aller voir à la Presqu'île, au bout de la Presqu'île. Parmi les professionnels, il y aura Margaret Burbidge qui a eu des difficultés pour se faire accepter dans des observatoires, pour les observatoires dans lesquels on faisait des observations, pas les équipes d'astrophysique, mais les observatoires où on faisait des observations qui étaient à l'époque interdites aux femmes, et les premières observations qu'elle a faites ont été faites à l'observatoire de Haute-Provence, à côté de Fort-Calquier. Et un anachronisme de plus, c'est que bien qu'elle n'ait pas le droit de faire des observations toute seule dans un observatoire, eh bien, du fait du manque d'hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale qui est partie au front, on lui a proposé le poste de directrice de Greenwich. Alors que en 1900, il a fallu attendre 1955. À la fin de la guerre, on l'a remerciée, c'était pas la peine qu'elle renouvelle son mandat parce que les hommes étaient revenus du front et c'est bon, il n'y avait plus besoin des femmes. Mais il a fallu qu'elle attende encore 10 ans, pour pouvoir faire enfin des observations au Mont Wilson, observatoire dans lequel elle ne pouvait pas avoir de poste parce qu'elle ne pouvait pas, on ne lui donnait pas le droit de faire des observations. Et elle n'a été acceptée qu'en 1955 comme assistante de son mari. Mais alors, elle a eu la médaille d'or de la Royal Astronomical Society avec son mari en 2005. Mais une autre de ses contemporaines, qui s'appelle Vera Rubin, a eu les mêmes déboires et elle a pu faire des observations, elle, dont le mari n'était pas astronome, donc il ne pouvait pas lui servir de sésame pour aller faire les observations dont elle a besoin, mais du coup, c'est par Margaret Burbidge qu'elle a pu quand même accéder au palomar pour pouvoir faire les observations dont elle avait besoin et qui ont montré des choses extrêmement importantes. Le premier, c'est que l'univers, la répartition des galaxies dans l'univers n'est pas homogène, la mise en évidence de ce qui a été plus tard appelé le grand attracteur, et puis les courbes de rotation des galaxies, entre autres des galaxies spirales, qui apportent une preuve, enfin c'est pas une preuve parce qu'on n'a pas encore détecté cette matière noire, mais en tous les cas apporte un éclairage important sur la matière noire, puisque ces courbes de rotation restent plates à très grande distance au-delà de la zone dans laquelle on voit des étoiles dans la galaxie ici. On voit que beaucoup plus loin, là où on ne voit plus d'étoiles, eh bien, la courbe de rotation reste plate, c'est pas du tout un système keplérien, et la seule façon d'expliquer ça, c'est de faire appel à de la masse non visible qui s'étendrait beaucoup plus loin dans la galaxie. Et Vera Rubin était vraiment convaincue qu'il fallait faire de la place aux femmes. Elle a eu une carrière absolument remarquable, vraiment brillante, tout en élevant ses 4 enfants. Et comme elle avait dit qu'elle voulait partir tous les jours à 15h30 du travail pour pouvoir récupérer ses enfants à l'école, elle a fait toute la première partie de sa carrière en quittant le laboratoire à 15h30, mais du coup, son salaire était imputé d'un tiers. Donc, quand on sait tout ce qu'elle a apporté à l'astronomie, que ce soit en termes d'inhomogénéité, de grandes structures dans l'univers, en termes de preuves d'existence de la matière noire, vraiment là encore, c'est pas très respectueux d'avoir eu une attitude aussi mesquine. Et
Et elle avait un principe que j'aime beaucoup. N'oubliez jamais, disait-elle, qu'à l'échelle de la planète, la moitié des neurones de l'humanité appartient à des femmes. Et c'est vrai, il faudrait s'en souvenir maintenant. C'est une femme qui est morte avant d'avoir eu le prix Nobel. Elle aurait, je pense, largement mérité. Elle a été nominée plusieurs fois, mais elle n'a jamais eu. Et pour l'instant, on reste avec seulement 3 prix Nobel de physique donnés à des femmes, donc Marie Curie, Maria Meyer et Donna Strickland dernièrement. Une femme encore non reconnue, pourtant vous voyez qu'on arrive à des périodes qui nous concernent, c'est Jocelyn Bell, qui, quand elle était jeune étudiante en thèse, a enregistré avec le radiotélescope que vous voyez derrière elle, là qu'elle avait construit pendant sa thèse, un signal particulier que vous voyez ici et qui avait la particularité de revenir systématiquement toutes les 23h56 minutes. Donc, elle est allée voir son directeur de thèse en lui disant c'est bizarre, ça doit correspondre au signal particulier d'une étoile. Son directeur de thèse l'a renvoyé à ses études en lui disant ma petite, il faudra que vous appreniez à nettoyer votre signal. Seulement, en fait, eh bien, c'est elle qui avait raison, parce que ce signal correspond à des étoiles qu'on appelle des pulsars ici, qui sont des étoiles extrêmement denses, avec un champ magnétique très intense, et un axe de rotation qui n'est pas aligné avec l'axe magnétique, du champ magnétique. Vous avez un exemple ici, où vous voyez à côté de l'objet qui est toujours là, un objet qui flash comme ça, régulièrement. En fait, il faut se rendre compte que ici, cet objet va donc tourner autour de l'axe de rotation qui est vertical, là, et l'axe magnétique va avoir un mouvement comme un mouvement de toupie. Et si vous avez la chance d'être dans l'axe, de viser de ce champ magnétique, eh bien vous voyez que chaque fois que l'axe du champ magnétique pointe en face de vous, vous avez une émission très intense qui est schématisée ici. Donc vous avez des flashs comme ça chaque fois que l'objet a son champ magnétique qui pointe dans votre ligne de visée. Eh bien, son directeur de thèse, là encore, a fini par être convaincu que Jocelyn Bell avait raison. Il a publié la chose. Elle était nommée dans l'article quand même, parce que là, il aurait difficilement pu faire sans cela. Il a reçu le prix Nobel en 1974 pour cette découverte. Et là, les choses avaient quand même un peu évolué et ça a soulevé une polémique énorme parce qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient que Ehrlich non seulement n'avait pas cru à ce que Jocelyn Bell lui avait dit, mais il avait refusé qu'elle mette un chapitre là-dessus dans sa thèse. Et la seule chose qu'elle avait pu faire, c'était de mettre une annexe à sa thèse, parce que là, elle n'avait pas besoin de demander l'accord de son directeur de thèse pour mettre une annexe. Et qu'il reçoive le prix Nobel alors que c'était elle qui avait fait le travail, c'était elle qui avait fait vraiment toute la découverte. Il y a eu une très violente polémique qui a été menée par Fred Hoyle, mais le jury du prix Nobel n'a rien changé. Puisqu'on est dans le Nobel, juste un petit passage. En 117 ans d'existence, donc ça commence à faire quand même. J'ai oublié de le remettre à jour parce que on aura dans un autre. Il y a 53 femmes pour 950 hommes maintenant. Et quelques-unes qui auraient dû l'avoir et qui ne l'ont pas eu, on peut nommer Lise Meitner, qui a découvert la fission nucléaire en 1938. Et c'est Otto Hahn, son collaborateur, qui recevra le prix Nobel à sa place, là encore, polémique, parce que l'injustice était flagrante, mais ça n'a pas changé la vie du jury Nobel. Nettie
aussi, qui est celle qui a découvert les chromosomes, l'impact des chromosomes Y sur la détermination du sexe du fœtus. Et le prix Nobel sera attribué au directeur de laboratoire à la place de Nettie Stevens. Rosalind Franklin, elle, on en a entendu parler un peu ces derniers temps du fait de la crise sanitaire, mais elle, on peut vraiment dire qu'elle s'est fait quasiment voler, non pas un, mais 2 prix Nobel. Le premier, parce qu'elle travaillait sur la structure de l'ADN et un de ses collaborateurs a montré à d'autres collègues un cliché qu'elle avait fait et sur lequel elle était en train de travailler, mais comme elle travaillait seule, elle a eu plus de temps, elle était vraiment, ses travaux prouvent que c'était elle qui était sur la bonne voie, et en fait, c'est les 2 autres collaborateurs qui ont reçu le prix Nobel à sa place, et vraiment, ça a été, on qualifierait ça maintenant d'un vol de données. Franchement, ça a été ça parce que la personne qui a pris le cliché qu'elle avait fait, elle l'a fait à son insu. Et puis, après, elle a continué en travaillant sur la structure des virus. Et là encore, le prix Nobel sera attribué à un homme, soi-disant parce qu'elle était morte au moment du prix Nobel et on ne donnait pas le prix Nobel à quelqu'un de décédé. Ce qui n'est pas vrai parce que dans l'histoire, il y a eu d'autres cas. Donc elle aurait pu l'avoir. Jocelyn Bell, bien sûr, là, vraiment, c'est scandaleux que ce soit son directeur de thèse qui ait eu le prix Nobel. C'est pas seulement les directeurs de thèse ou les directeurs de laboratoire, il faut se méfier aussi de son mari, parce que Esther Lederberg, elle a vraiment, c'est comme avec les Herschel ou bien Brahe, c'est un travail de couple, et son mari a reçu le prix Nobel tout seul. Et là, on se dit franchement, mais comment il a pu accepter sans dire elle aussi. Enfin, bon. Mais les Einstein, les conditions sont un peu plus discutées, mais il n'empêche que jusqu'à leur divorce, elle a collaboré aux travaux d'Einstein. Dans tous les articles que Einstein a écrits pendant leur période de mariage, il parle de son travail en utilisant nous, mais bon, elle a eu la mauvaise idée de divorcer d'Einstein, on ne divorce pas d'Einstein, et du coup, on peut quand même parler d'une reconnaissance d'Einstein parce qu'une grande partie de la valeur du prix qu'il a eu, il l'a redonné à Meliva pour l'aider à éduquer leur fils qui était handicapé. Je pourrais continuer, je vais juste dire des élus soirs qui, là encore, en 1978, donc on approche, c'est son directeur de thèse qui reçoit le prix Nobel de médecine, et vraiment, c'est pas fair, comme on dirait. Et donc, si on met l'ensemble des prix Nobel ici, vous voyez que les prix Nobel de physique, de chimie, d'économie, bon, économie, il arrive plus tard, mais n'empêche qu'elles sont très peu nombreuses. Et sur l'ensemble des prix Nobel, c'est moins de 6% de prix Nobel donnés à des femmes. C'est vraiment pas beaucoup. Et il n'y a rien qui le justifie depuis au moins une cinquantaine d'années. En maths, ils ne font pas mieux. Parce qu'en Medal Fields, sur 83 années d'existence, il n'y a pas de prix chaque année, mais du coup, il y a quand même 44 hommes qui ont été récompensés par la Medal Fields. C'est une seule femme, Marianne Mirzakhani, qui l'a reçue en 2014, alors que les femmes mathématiciennes, il y en a plein, on pourrait leur donner des exemples s'ils ont besoin d'en avoir. Hélas, cette jeune femme est morte
deux ans plus tard, à l'âge de 40 ans. C'est très dommage, elle était vraiment absolument extraordinaire. Donc vous voyez qu'en fait, l'histoire de l'astronomie, au lieu d'être cette galerie de portraits dans laquelle on voit, oui, elle est ici, très discrète, elle n'a pas fait de vagues, donc du coup elle a le droit d'être dans la galerie de portraits des hommes. En fait, on pourrait tout à fait la faire autrement si on en avait envie. Et si on parle à l'heure actuelle, eh bien, il y a des choses comme le cinéma qui peut essayer de donner un peu de visibilité à des femmes qui n'en avaient aucune. C'est le cas, par exemple, de ces trois femmes, Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, qui sont les héroïnes des... je ne sais plus comment c'est en français, des figures de l'ombre, Hidden Figures, qui sont des employés de la NASA qui ont apporté une contribution fondamentale au programme Apollo, puisque Catherine Johnson a recalculé à la main la trajectoire d'Apollo 11. Et si on va vraiment tout maintenant, eh bien, les femmes restent quand même toujours à l'écart des honneurs. J'ai pris l'exemple d'Elsa Montagnon, une jeune centralienne de Paris qui est embauchée à l'ESA et qui était Spacecraft Operation Manager, c'est-à-dire responsable de la gestion de l'engin, une responsabilité énorme pour faire atterrir ce petit robot qu'on a appelé Chury sur la comète Churyumov-Gerasimenko et qui est arrivé donc le 12 novembre 2014 sur la comète. Et vous voyez le jour, le 12 novembre en question, dans la salle de contrôle avec toutes les caméras du monde braquées sur eux, enfin toutes, pas tout à fait toutes, mais toutes les caméras bien du monde. Vous voyez, il y a un truc qui tout de suite m'a choqué profondément quand j'ai vu ça. On suivait en direct, on le retransmettait en direct à l'Observatoire de Lyon ce jour-là. Et là, je me suis dit, non mais c'est pas vrai, ils ont fait ça. Vous voyez que les 4 hommes ont tous des casques pour parler avec les journalistes. Et la seule qui n'en est pas, c'est la responsable de la mission. Donc là, on se dit franchement, excusez-moi, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? C'est quand même... Voilà. Alors, pourquoi de telles inégalités? Je vais faire un bref... Expliquer pourquoi. La première des choses, c'est ce qu'on appelle le tuyau percé, où on voit que, au fur et à mesure du parcours des jeunes filles, eh bien, on perd ces filles. Déjà, quand elles arrivent en seconde, on a 55% des filles qui choisissent un enseignement d'exploration scientifique et les 3/4 des garçons. Donc on perd 25% de filles, non, on ne sait pas bien pourquoi. En première, là encore, des pertes plus importantes. En terminale, elles sont quasiment à parité à cause de la filière SVT. Parce que si vous prenez la filière maths ou encore plus la filière sciences de l'ingénieur, là, elles sont rarissimes. Et puis au fur et à mesure que l'on monte, eh bien, le pourcentage diminue. Alors que toutes les études le prouvent, les filles ont une meilleure réussite scolaire que les garçons. Elles obtiennent plus de mentions, elles ont plus de réussite au baccalauréat. Et l'autre effet, c'est le plafond de verre. Le plafond de verre, si vous prenez le pourcentage des étudiantes à l'université, en doctorat, on va dire, elles sont à parité. Mais au fur et à mesure que vous montez, vous voyez le pourcentage qui diminue. Et quand on arrive au niveau de professeur, eh bien, moins d'un quart sont des femmes, alors qu'on a commencé en doctorat à la moitié. Président de l'université, là, c'est encore bien pire, hein. On est en dessous de 15%. Alors comment on peut essayer de les expliquer? Pendant très longtemps, ça a été la différence des cerveaux roses et des cerveaux bleus, hein, c'est bien connu. Heureusement, l'IRM est arrivé et il permet de montrer que non, c'est faux. Il n'y a aucune différence morphologique entre le cerveau d'une femme et le cerveau d'un homme. Vous avez ici les cerveaux de plusieurs femmes qui font le même exercice de test de calcul mental que 4 hommes. Et
vous voyez qu'il y a bien plus de différence de fonctionnement d'un cerveau de femme à un autre cerveau de femme que d'un cerveau de femme à un cerveau d'homme. Donc c'est pas ça. Alors est-ce que c'est une affaire de compétence? Eh bien là, il y a toutes des études qui sont faites au niveau international. Régulièrement, tous les 3 ans, il sort l'étude qu'on appelle PISA. Et vous voyez que, en fait, dans plein de pays très très différents, les compétences des filles et des garçons ne montrent pas de différence. Mais si vous regardez la part des étudiantes à l'université, les étudiantes sont en orange, et bien vous voyez qu'il y a des différences qui sont fondamentales. Donc ce n'est pas une affaire de compétences. Est-ce que c'est une question de goût? Ce n'est pas une question de goût jusqu'aux classes de 6e, 5e. Pendant tout le primaire, mais jusqu'au début du collège, les filles répondent autant que les garçons, oui, les sciences m'intéressent. Mais vous avez un mouvement de bascule parce que en 3e, à fin du collège, eh bien, les filles répondent que non, elles n'ont pas envie de faire des sciences. Seulement une fille sur 5 aspire à faire des études scientifiques, alors que 4 garçons sur 5. Donc là, il y a vraiment un moment de bascule qui se produit à cet âge-là. Et on peut se poser la question aussi de savoir si c'est une question de confiance en soi. Alors là, oui, pareil, encore des études de l'OCDE qui montrent que, oui, les filles ont tendance à dire « je ne suis pas bonne en maths ». Beaucoup plus que les garçons, et ça c'est même quantifié. Pour qu'un garçon dise qu'il est satisfait, que oui, il réussit bien à l'école, il faut qu'il ait 11,5 de moyenne. Pour qu'une fille dise « oui, ça va, je réussis bien à l'école », il faut qu'elle ait 14,8 de moyenne. Donc il y a vraiment un problème de confiance en soi qui a basculé dans la période du collège. Et on peut essayer de l'expliquer et de voir quels sont les mécanismes qui conduisent à cette exclusion. D'abord, il faut se rendre compte que, comme je vous l'ai raconté au début, instruire les filles, c'est une idée très récente. Et bien évidemment, pendant très longtemps, les filles en ont été exclues. Et au XVIIe siècle, quand il y a quelques rares femmes instruites, eh bien, quelqu'un de bien connu quand même, Molière, qu'on fait apprendre à tous les enfants, il les tourne en ridicule, les précieuses ridicules. Et il fait dire aux hommes, il n'est pas bien honnête et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Mon père, sur ce point, était gens bien sensés, qui disait qu'une femme en sait toujours assez. Ça ne donne pas une image très reluisante des femmes. Mais si on continue dans les siècles, ce cher Jean-Jacques, qui a tant fait pour l'éducation, il disait carrément que toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, être utile, se faire aimer, honorer d'eux, etc., etc. C'est quand même un peu raide. Et alors, quand j'ai appris que ce cher Jules Verne, qui pourtant a fait des romans qui m'ont passionné, mais là je dois dire que j'ai été très très déçue de lui, quand j'ai appris qu'il est intervenu au lycée d'Amiens, à une époque où le lycée était ouvert aux filles, mais elles n'avaient pas le droit de se présenter au bac. Eh bien, devant ces filles, il leur a dit, prenez garde de vous égarer en courant dans le domaine scientifique. Puissiez-vous, en sortant du cours de chimie générale, savoir confectionner un pot-au-feu. Il ne faut pas perdre l'heure. Donc bon, c'est quand même, c'est pas facile. Essayer d'arriver à avoir la force de caractère pour dire si je veux faire des sciences dans ces contextes-là, c'est pas évident. Et même si on part si on va vers les médecins, Gustave Le Bon, il avait été très fort aussi, tous les psychologistes ont étudié l'intelligence des femmes, ailleurs que chez les romanciers et chez les poètes, parce qu'eux, on ne peut pas faire confiance dans ce qu'ils disent, reconnaissent qu'elles représentent les formes les plus inférieures de l'évolution humaine, et ils sont beaucoup plus près des enfants et des sauvages que de l'homme adulte civilisé. Merci, messieurs. On a vraiment envie de venir là. Bon, les choses évoluent un petit peu et la science entre dans les programmes officiels de l'école élémentaire, mais elle est quand même très différenciée entre les sciences pour les filles et les sciences pour les garçons. Et même si la mixité se met en cours au cours du XXe siècle, vous apprécierez ici un devoir de sciences pris dans un livre de sciences en 1943. Aux garçons, on demandait quand dit-on qu'une balance est juste,
Pourquoi procède-t-on à la double pesée? Donc vraiment, effectivement, des sciences, quoi. Aux filles, eh bien, elles devaient répondre quel est le but du repassage du linge, quel est le matériel et quels sont les matériels et produits nécessaires. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes sciences, hein, vous en conviendrez. Et vous remarquez qu'il faut attendre quand même 1975 pour avoir un enseignement strictement identique entre les filles et les garçons jusqu'en troisième. L'enseignement, ce qu'on appelle l'enseignement manuel, vous avez dû connaître ça, c'était les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Nous, on faisait de la couture. Moi, les travaux manuels au collège, j'ai fait de la couture. Pendant que les garçons, ils s'amusaient avec les ampoules électriques et les outils, effectivement, ils faisaient aussi du bois et des choses comme ça. 1975, ça fait 50 ans. C'est quand même pas si vieux que ça. Et ça continue encore maintenant. En 2007, il y a eu chez Google un employé qui a affirmé que le nombre de femmes au sein des ingénieurs et des postes à responsabilité ne relève pas du sexisme, mais des différences biologiques. Là, ça a fait tellement de vagues qu'il a été renvoyé, heureusement. Mais pourquoi donc les femmes, outre l'éducation, intègrent le fait que les sciences ne sont pas faites pour elles? Eh bien, parce que ça continue évidemment dans la culture scientifique, où les femmes sont quasi invisibles dans les musées et les magazines spécialisés. Et un exemple sur Sciences et Vie Junior, vous pouvez regarder, si vous avez la collection de Sciences et Vie Junior à la bibliothèque de 2012 à 2018, 110 couvertures, vous avez 4 couvertures avec des femmes. Et encore, elles sont ici. Donc, une couverture, c'est le statut de l'Atlantide. Pas forcément évident de s'identifier à une statue qui est sous l'eau. Hein. Deuxième couverture, peut-on vivre heureux avec des robots? S'identifier avec le robot, la femme parfaite, le petit génie informatique qui a créé son robot pour avoir une femme parfaite. On peut se demander pourquoi, dans ces années-là, on n'a pas fait l'inverse. On a mis la petite génie de l'informatique qui a créé son robot mari parfait. La troisième, doit-on avoir peur des extraterrestres? Alors évidemment, les filles ne sont pas capables d'analyser les choses et elles hurlent de terreur, rien qu'à l'idée. Pas facile non plus de s'identifier à ça. La seule ouverture en définitive sur ces 7 années, eh bien, c'est les surfeurs dans la ville où on voit une jeune fille, effectivement, qui a l'air de s'éclater en faisant du surf. Sciences et Vie Junior est le magazine pour les jeunes, vraiment dans la tranche 12-15 ans, 15-16 ans, et c'est le plus lu en France. Vous avouerez qu'il n'aide pas à faire changer les mentalités. Hein. Et dans l'éducation, on l'a vu, dans la société aussi, les jouets de Noël, c'est caractéristique. Femmes et Sciences fait chaque année des actions auprès des grandes surfaces et des fabricants de jouets pour éviter ce genre de choses où vous avez les jouets scientifiques proposés par la plupart des grandes surfaces pendant Noël. La seule chose qui est, où une fille, c'est pour fabriquer ses produits de beauté. Parce qu'elle ne peut pas être intéressée par les volcans ou par l'énergie solaire, évidemment. Donc, on voit en fait que ce mécanisme d'exclusion, ce n'est pas les femmes qui s'excluent des sciences. C'est tout un cheminement, toute une société qui instille dans le cerveau des hommes comme des femmes, tout au long de leur éducation, que les sciences ne sont pas faites pour elles. Donc, il ne faut pas dire aux femmes, arrêtez de vous censurer, parce que ça, c'est la double peine. C'est vous qui êtes responsable, donc nous, on n'a rien à changer, c'est vous qui devez vous changer votre comportement. Non, elles sont censurées par tous ces carcans de stéréotypes et d'idées reçues de la société. Alors pourquoi c'est préoccupant? Eh bien parce qu'on a une société de plus en plus technologique et vous avez un exemple ici. Les systèmes de reconnaissance vocale, comme il y a énormément d'hommes dans l'informatique, il y a très peu de femmes, c'est la branche des écoles d'ingénieurs les moins féminisées. 11% de filles en école d'ingénieur informatique. Et résultat, les reconnaissances vocales reconnaissent beaucoup mieux les voix d'hommes que les voix de femmes. Pareil pour les reconnaissances faciales, etc. Et pourquoi donc c'est embêtant? Parce que nous avons des défis immenses
siècle qui vient. Il faudra fournir de l'eau, de la nourriture, de l'énergie, maintenir en santé bientôt 9 milliards d'individus, et nous ne pourrons tout simplement pas nous priver de la moitié des compétences de l'humanité. Ces défis sont gigantesques et il faut vraiment que l'on exploite les compétences de tous. Donc, on a vu dernièrement, cette idée n'est pas du tout au bout du jour encore à l'heure actuelle, et Simone de Beauvoir avait on ne peut plus raison quand elle disait qu'on n'oubliait jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits de la femme soient remis en cause, et elle ne pensait pas sanitaire, mais on aurait pu, parce que cette une du Parisien qui est parue le 5 avril de cette année dans un monde en plein confinement, eh bien, c'est « Il raconte le monde d'après ». Parce que, évidemment, ça n'aurait pas pu être ça. Valérie Masson-Delmotte est climatologue tout aussi compétente que Jean Jouzel. Je ne veux pas faire de comparaison. En fait, ils sont tous aussi compétents les uns que les autres. C'est juste une volonté de donner de la visibilité aux femmes ou pas. Et qu'est-ce que j'essaie de faire à ma toute petite échelle là-dessus? C'est d'essayer de montrer aux filles que les filières scientifiques leur sont ouvertes, toutes les filières scientifiques, sans exception, et qu'elles ont autant de légitimité que les garçons à suivre ces filières scientifiques, entre autres par 2 actions, l'une sur la journée du 8 mars qui s'appelle Science, métier de femme, qui rassemble près de plus de 500, enfin non, c'est 511 places dans l'amphi Mérieux à l'ENS depuis 4 ans. J'ai eu l'honneur d'avoir l'accord de Madame Barry-Sinoussi pour être marraine d'honneur de l'édition 2018. Elle s'est adressée donc aux lycéennes qui ont été, c'est réservé aux lycéennes, j'ai oublié de le dire. Elle s'est adressée aux lycéennes qui ont été, mais alors vraiment bouche bée d'envisager qu'un prix Nobel prenne du temps pour s'adresser à elle. Vraiment, la démonstration, s'il y avait besoin, de l'importance d'un rôle modèle, d'une référence féminine, c'était à ce moment-là. Et cette année, juste avant le confinement, c'était le 9 mars, eh bien, nous avons pu tenir cette journée, et c'était la Jacques Vallaud-Belkacem qui a été marraine d'honneur. L'autre, c'est la Science Famille Pixel, c'est des portraits de femmes, de jeunes femmes, qui exercent tous les métiers et qui a pour vocation d'être exposées dans les établissements scolaires ou, voilà, comme ici, l'année dernière pour la fête de la science. Et cette année, elle va être installée à la Fondation du Lufian, place Bellecour, si vous avez l'intention d'y aller, vous êtes les bienvenus sur les heures d'ouverture. J'espère que bientôt, ce petit comics ne fera plus sourire, parce qu'effectivement, quand on voit le grand-père offrir ça à sa petite fille, on n'imagine pas qu'elle va s'en servir comme ça, mais j'espère vraiment que bientôt ce sera le cas. Excusez-moi d'avoir été